sais que souvent le conseil que je donne, c'est déjà de pas faire comme moi. Et surtout pour les jeunes, le premier conseil que je leur donne, c'est je pars du principe, gamin, gamine, je parle pas comme ça, hein, mais c'est dans l'idée que c'est pas normal que c'est pas normal ce que je fais et que c'est pas à reproduire. T'as toutes les chances que ça se passe mal si tu tentes de faire comme moi. Mais je pense pas que ça soit qu'il y ait une toxicité ou une nocivité forcément dans le sadomasochisme par le trail, hein. On va rester là-dessus. On soit bien d'accord, on soit bien clair. Ouais. Donc ça, si tu pourrais l'utiliser en extrait cette partie au tout début du podcast, tu vois, on va attirer. Là, il va y avoir de l'écoute derrière. Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode numéro 115, j'ai décidé de faire appel à un invité qui est passé dans énormément de podcasts avant moi, mais je suis quand même ravi de le recevoir puisque nous allons évoquer de manière un peu différente son parcours et sa vision de la pratique du trail running. Avant cela, je souhaitais passer un petit message et remercier tous les Patreons qui me soutiennent jusqu'à présent. Et puisque nous parlons de Patreon, eh bien dans cet épisode, nous allons réserver un petit quart d'heure aux questions qui m'ont été adressées à mon invité pour y répondre, et cette partie sera réservée donc uniquement au soutien participatif. Et puisque je vous le répète assez régulièrement, mais si vous souhaitez soutenir l'ELTP, que je puisse me déplacer sur des événements, que je puisse vous proposer toujours plus de contenu, eh bien rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un ultra-trailer de 30 ans, chef de projet en informatique, qui vit en région parisienne et qui a basculé dans le monde du running puis du trail en 2014. Vous l'entendrez plus précisément, mais ce qui l'a poussé à démarrer cette activité, c'est un collègue de travail, mais également l'envie d'arrêter de fumer, de perdre quelques kilos, mais aussi parce qu'il en avait marre d'écouter le récit d'autres coureurs que lui à la machine à café. Commence alors l'histoire de mon invité avec le monde du trail, et notamment l'apparition de casquette verte, ce concept qu'il a voulu très marketé, et qui, il faut bien l'avouer, aura bien fonctionné puisque rares sont ceux qui ne le connaissent pas dans notre communauté et même au-delà. Nous parlerons de son passé de skater et d'handballeur, de ses ultras en boîte lors de ses études en école de commerce, mais nous allons en grande partie discuter de la vision de sa pratique assez particulière et qui va à contre-courant de ce qui se dit et se fait globalement aujourd'hui. Cet extraterrestre vert de surcroît nous donnera également son point de vue sur ce qu'il considère être les ingénieurs du trail. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et voici ma conversation avec Alexandre Bouchex, dit Casquette Verte. C'est parti. Salut Alex, comment vas-tu? Hello, bah écoute, ça va très très bien. On enregistre donc début février là, donc ça va très bien en ce début d'année 2022 qui promet d'être riche, encore plus riche que les autres années. Tu sais, alors c'est rigolo parce que quand je t'ai abordé à l'UTMB sur la ligne d'arrivée là, cette année en 2020, je me suis dit, oh tiens, il y a Alex, je l'ai jamais croisé, je vais aller me présenter, lui dire bonjour, et puis que je suis intéressé de éventuellement le recevoir dans le podcast. Et puis je te tape sur l'épaule, je te dis salut, moi je suis Nico. Et puis toi là tu me dis non, c'est pas vrai, c'est pas toi, c'est pas possible. J'en reviens pas. Et donc là ça m'a fait halluciner parce qu'en fait il s'avère que toi aussi tu écoutes mes épisodes, et ça m'a beaucoup touché ta réaction naturelle. Bah, je trouve je pense qu'on est plein en fait à l'écouter, donc ça, il va falloir que tu te rendes compte, hein, parce que même si les gens connaissent pas forcément ta tête, même si tu portes pas une casquette d'une couleur qui te permet d'être identifié rapidement, t'as quand même un timbre de voix. Ouais. Où, je t'ai pas reconnu au toucher de doigt sur l'épaule, mais je t'ai reconnu au timbre, tu vois, ça suffit à mettre un visage sur une voix. Exactement, parce que moi, ta voix, j'ai dû passer, je sais pas, peut-être 50, 60 heures avec toi, mais ça, tu le sais pas, en fait. Non. Il y a plein de gens qui ont passé 50 ou 60 heures avec toi. Alors, je suis en train de me rendre compte que je passe plus de temps avec les gens que leur propre femme ou leur propre mari, quoi, en fait, a priori. Au cumulé, j'espère pas, mais ouais, en fait, tu fais un peu partie des meubles. Tout autant que les coureurs, tu fais partie de cette famille trail parce que t'es dans les oreilles des gens, et être dans les oreilles des gens, c'est être avec eux. Et deuxième anecdote, parce qu'on va commencer par mes anecdotes à moi, rien qu'à moi. Sur la Maxi Race cette année, je suis au 70e kilomètre. On vient de m'annoncer qu'on me rallonge la Maxi d'à peu près 5 ou 7 bornes
bornes, je sais plus. Je suis avec mon pote Thomas et Gilou, que je salue. Et puis d'un coup, je te vois passer à côté de moi. Toi, t'es sur l'ultra et tu me passes à balle à côté en descente. Et là, je te dis, salut Alex! Et là, tu me dis, oh putain, j'en ai marre, vivement que j'arrive, une bonne bière, là, ça m'a saoulé. Ouais, non, mais bah là, c'était moi, je crois qu'il me restait plutôt Ouais. il restait encore un bon bout parce qu'on avait le bout où il nous pareil, il nous avait rallongé et il restait tout le verrier à remonter, à redescendre, donc il nous restait peut-être 20 ou 30 bornes et bah, moi, c'est le moment où ça allait mieux. Enfin, j'avais beau râler à ce moment-là, mais moi, ça allait beaucoup mieux et j'étais en train de terminer le plus fort possible parce que j'essaie de remonter pour aller chercher le top 5. Et je crois que j'en avais un ou deux encore à remonter et j'étais plein de balles et ouais, ça me fait plaisir en fait pareil, je t'ai reconnu à la voix, j'ai pas eu le temps de me retourner, hein, désolé, mais en vrai c'était vraiment marrant. Et ouais, bah il y a souvent des courses hein, comme ça où t'arrives à finir fort, pas parce que tu vas chercher tellement un classement, mais en fait tout simplement parce que t'as envie que ça se finisse. Ouais. Et plus plus tu passeras vite la ligne d'arrivée, plus ça se finira vite. Et donc, bah, c'était pour ça que je t'ai créé un petit courant d'air. J'en suis Non, non, désolé. mais il y a pas de souci, il y a pas de souci, c'est bien normal. Alors, introduction officiellement la plus longue de l'histoire du LTP. Alex, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes au hasard, qui te connaîtraient pas? Alors, bah, je m'appelle Alexandre, j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans en novembre dernier, donc même si j'ai l'air d'en avoir 18-20, en réalité, je suis un petit peu plus vieux sur les papiers d'identité, pas forcément dans l'esprit. J'habite à Paris, exactement à Saint-Mandé, donc dans l'est de Paris, à côté du bois de Vincennes. Je travaille à Neuilly pour JC Deco, donc je suis chef de projet système d'info. Mhm. Donc je suis en costume cravate tous les jours, même quand je suis en télétravail, je suis en chemise. Et le reste du temps, à part bosser, bah, je cours. Et donc maintenant je cours depuis 2014. Ça doit faire 6, 7, 8 ans à peu près que je me suis mis à courir et que je cours un peu plus sérieusement et spécialisé en trail et surtout en ultra depuis on va dire depuis 3 ans, sérieusement, dans le sens où ça me prend, il y a beaucoup d'implications en termes de temps et d'envie. Mhm. Les deux vont ensemble. Mais donc ouais, depuis 3 ans, c'est beaucoup de ça et donc je suis plus connu sous le nom de Casquette Verte en fait. C'est une sorte de pseudonymat qui me permet d'avoir un peu ce personnage qui existe dans le monde de l'ultra trail et Alexandre, il est derrière et il vit un peu sa propre vie, donc ça me permet d'avoir euh, un personnage avec lequel je peux m'amuser, avec lequel je peux faire des choses, et de l'autre côté, moi, être un humain, pas personnage, mais qui existe bien, avec des sentiments, avec des faiblesses, avec des forces, mais qui se planque un peu derrière tout ça. Donc ça, c'est moi. Il y a une espèce de voilà Dichotomie, de de paradoxe, total, parallèle. total, total. Mhm. Je vais pas dire que c'est comme Superman parce que ça se sous-entendrait que je sais voler, etc. Et que je suis ultra vraiment trop fort dans mon personnage costumé et j'ai pas de cap en plus. Ouais. Ça serait embêtant pour le trail. Ouais, Pas, pas forcément, remarque. on sait jamais. Dans le matériel obligatoire, ça peut arriver. Ça pourrait venir. On sait jamais avec tout ce Une qu'on couverture de transporte. survie attachée en haut, ça fait une cape aussi. En vrai, Ouais, en c'est ça. vrai, ça peut avoir un certain style, quoi. Donc oui, donc non, il y a une espèce de dualité entre ces deux personnages et bizarrement ça me plaît parce que ça me permet d'avoir voilà une zone tampon entre ma vie de coureur et la présence sur les réseaux sociaux et ma vraie vie de l'autre côté. On va rentrer plus en détail dans ce passage de ta vie, mais moi, tu sais, la particularité aussi du LTP, c'est que j'aime bien commencer par le début et par le début de la vie de mes invités. Est-ce que tu peux me raconter l'environnement dans lequel tu as grandi, l'environnement familial et puis l'environnement sportif? Il me semble que tu as touché à pas mal de sports, notamment du skate, du hand. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Yes. Alors, bah, déjà, j'ai toujours vécu à Paris et j'ai toujours vécu à Saint-Mandé. J'ai une grande sœur et j'ai un parcours, on va dire, sur l'aspect scolaire très classique dans le public, avec une école primaire, un collège, un lycée et derrière des études d'école de commerce. Ça, franchement, très classique, comme il y en a des centaines. Pareil, sur la pratique du sport, en fait, j'ai eu l'avantage d'avoir des parents, ou en tout cas un père qui était très proche de la nature sur l'aspect volonté de passer beaucoup de temps dehors. Et on avait un petit pied à terre dans le Jura, donc j'allais à Métabier précisément,
j'allais aller, on va dire, entre 5 et 10 fois par an dans le Jura, à la sortie des cours, où ils me chopaient à 16h30 le vendredi. On filait dans le Jura, on y passait le week-end. Et là-bas, l'hiver, on allait faire du ski. L'été, on allait faire des balades ou on allait faire de la pêche. Mais donc, j'ai eu pendant très longtemps un rapport à la nature, comme quoi c'était un moyen de m'évader de Paris et de ma vie de petit Parisien en école primaire. Donc, j'ai eu beaucoup ça. Et donc, il y avait un petit peu de pratique sportive familiale, mais très léger. Quand je faisais du ski avec mon père, c'est du ski loisir. Ça n'a jamais été dans la recherche de performance particulière. J'ai dû passer mes étoiles, faire après les flèches, etc. Mais pas de grands résultats, on va dire. J'étais plus là pour m'amuser et dans le beau geste. Ça m'a fait plaisir de pouvoir me mettre au ski freestyle pour pouvoir faire mes pistes en faki en entier, pour pouvoir faire mes 3-6 n'importe où. Ouais, c'était plus ça qui me plaisait que d'aller chercher des victoires en club. Pas de performance en fait. Pas tellement, ouais, pas tellement. En fait, la performance c'était de faire un beau 3-6. Ça c'était une performance. La beauté du geste. Voilà, la beauté du geste et qu'il y ait, ouais, si, ouais, une fluidité, une impression de simplicité. Donc ça m'a toujours plu. Donc sur le ski et pas mal aussi sur la pêche et sur la pêche, ça m'a appris pas mal de choses. Déjà, ça m'a appris un rapport à la nature. Je parle pas du fait de pêcher du poisson et de l'aspect chasse et pêche et l'homme vs le poisson. J'étais pas là pour me nourrir, j'étais là et c'était dans un élément naturel et c'est des heures et des heures à apprendre à pêcher à la mouche et d'une détermination sans faille parce qu'il faut aller apprendre le bon geste, faut le faire 3000, 4000, 5000 fois avant de poser la mouche au bon endroit et pas se prendre les 12 arbres et d'avoir à démêler les nœuds. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte que, en fait, dans tous les sports que j'ai pu pratiquer comme ça, j'ai toujours été dans cet acte de déterminé et presque obnubilé de répéter les gestes de manière à ce que ça devienne une normalité, que ça soit totalement maîtrisé, que ça me paraisse simple pour que ça soit beau pour moi et peut-être beau aussi pour les autres à regarder. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais dans la pêche, je l'ai fait plus tard dans le skateboard parce que pareil, pour apprendre à faire mon Inno Hard Heel suivi de mon nose grind, suivi de mon nose blunt plaqué sur une ligne à Bercy, j'ai dû faire 3 ou 4000 fois cette ligne à Bercy, me casser la gueule, terminer les bras, le dos, la mâchoire en sang, je ne sais combien de fois avant d'y arriver et que ça soit beau une fois. Après des heures et des heures et des heures à se faire mal et à quand même profiter parce que cet exercice de se faire mal et de répéter, vu qu'il avait une finalité qui pour moi était essentielle, c'était donc la beauté du geste. J'ai retrouvé ça après derrière dans le monde de la course à pied bien plus tard. Une certaine persévérance. Donc déjà petit, tu sais là, si on revient sur cet exemple du skate, c'est lié à ton caractère, cette force cette envie de vouloir répéter, d'y arriver de toi-même. Tu sentais que ça venait de toi, du plus profond de toi, ou c'était extérieur? Je pense que ça vient de moi, ça vient pas tellement de. Si, ça vient peut-être de ma mère qui me disait souvent que quand on est au pied du mur, on tente pas de le contourner, on s'arrête pas devant, on retourne pas en arrière, on l'affronte et on l'affronte et au bout d'un moment on va réussir à passer au-dessus, à le grimper, mais il y a qu'en l'affrontant et en ayant un rapport assez dur justement à un blocage, à une incapacité, à quelque chose qu'on ne devrait pas pouvoir réussir, qu'on pense ne pas pouvoir dépasser à un moment T, en l'affrontant, en fait, on se donne l'opportunité de pouvoir le dépasser. Donc, il y avait peut-être ce truc de ma mère qui me l'a inculqué petit par des exercices de mathématiques, de grammaire, de dictée, où j'étais pas bon, quoi. J'étais pas bon, et puis il a fallu que peut-être que je travaille plus que les autres pour pouvoir retomber à leur niveau et donc ça après je l'ai appliqué dans plein de choses et donc le skate c'est un des meilleurs exemples parce que le skateboard les 6 premiers mois tu les passes par terre à te faire mal en fait, tu passes plus de temps par terre que sur ta board et pour pouvoir plus passer de temps par terre il faut tellement être besogneux, t'entraîner, être déterminé mais au sens pour moi têtu du terme au point où si tu es pas têtu tu vas abandonner parce que en fait c'est
tellement difficile. C'est un sport hyper ingrat, le skate. J'en ai fait moi quelques temps. Ça fait mal. C'est hyper exigeant physiquement. C'est hyper technique, hyper précis. En fait, pour la connaissance de son corps notamment, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Hein. Ah ben, en termes comment on appelle ça, tu sais, quand tu as une capacité dans ton cerveau à déconnecter tes gestes, par exemple la main gauche qui va tourner dans un sens et la main droite qui va tourner dans l'autre. Je sais pas comment on dit le les terme. aspects de désynchro. Ouais. Asynchronicité, ouais, peut-être. Des mouvements et donc le skate c'est énormément de ça, c'est énormément de précision sur les pieds, mais c'est la capacité de faire que tes pieds ils font pas la même chose en même temps et qu'ils vont venir se coordonner, et donc il y a une représentation physique de ton corps par rapport à un objet, tout ça qui est dans un mouvement, donc pareil, et quand tu as fait après des études scientifiques, j'en ai fait que au lycée moi, avec un bac S à l'époque, ça n'existe plus a priori. Je me représentais en fait beaucoup ma pratique du skateboard comme simplement des vecteurs, c'est-à-dire voilà, c'était que des forces et des contre-forces qui agissaient entre elles. Il fallait que je maîtrise ce langage mathématique, mais avec mes pieds et avec mon cerveau qui contrôlait mes pieds. Donc j'avais cet outil de connaître les vecteurs et de me dire ok, au final ce ne sont que des règles à appliquer. Et ça te permettait d'apprendre à faire un flip, mais ça t'apprenait pas à faire un flip de la plus belle des manières, avec du style, flow, avec du chill, avec du style. Et donc ça, le style, c'est le truc, c'est la couche qui est au-dessus pour moi. Et la couche qui est au-dessus, elle n'arrive que quand le geste primaire est maîtrisé, et après tu viens y rajouter toi ta personnalité, et c'était drôle en fait quand je sais pas, tu prends 5 skateurs à Bercy, les 5 faisaient un flip, et ben t'avais 5 flips qui étaient différents. Pourtant, mathématiquement, c'est le même processus. La force, c'est le même processus. Et en fait, c'était la couche qui arrivait au-dessus, la personnalité qui rendait le geste plus ou moins beau, selon l'œil qui le regarde, bien sûr. Mais donc, la pratique du skate, ça a été super intéressant pour moi là-dessus. Et après, je le reprojette maintenant énormément quand je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, comme si j'avais arrêté. C'est ce que je fais attention, lapsus, Alex. Ouais. On a tous une date de fin, hein, de toute façon. Mais je sais pas quand elle viendra. Donc il y a eu cet aspect pas mal sur les sports assez besogneux, et après, il y a eu j'ai fait pas mal de handball, donc pour les sports un peu collectifs, le handball c'est le seul que j'ai fait un petit peu en club. Et ce qui était drôle, c'était malgré que sur les tests de début d'année, en termes d'endurance, où ils nous faisaient faire, je sais plus comment ça s'appelait, des morts subites là, où tu dois faire des allers-retours du terrain le plus vite possible. Ici, ça élimine. C'est Luc Léger, on appelle ça. Mort subite, ou mort subite, ça passe, c'est clair. Et ça, en fait, j'arrivais toujours, j'étais le dernier survivant à chaque fois là-dessus, et je me rendais pas compte que j'avais peut-être une capacité où je m'étais développé par mes pratiques sportives à côté, mais pas en club ni à l'entraînement, ni j'étais pas allé chercher cette endurance particulière, mais j'avais dû me la développer d'une manière ou d'une autre. Et tu sais justement comment tu as alors là on va un petit peu plus rentrer dans le détail, mais tu as une idée de comment tu as développé ces capacités? Tu penses que c'est inné en toi, ou tu les as développées avec le skate, avec d'autres sports? Je pense pas que ça soit inné, parce que génétiquement, quand je regarde dans ma famille, s'ils écoutent ce podcast, ils vont me tuer, parce que je l'ai déjà dit une fois, ils m'ont trucidé. C'est le niveau 0 dans le sport dans ma famille. Enfin, oui, on aime bien faire un peu de randonnée, mais bon, par rapport à des potes, quand je vois leurs parents, ils font des UTMB en randonnée. Nous, on allait se balader 1 heure au bois de Vincennes sur le plat le samedi et le dimanche, quoi. Donc, non, et génétiquement, j'en ai aucun qui a fait du sport à bon ou à haut niveau. Donc la génétique, en tout cas là-dessus, je vois pas. Je pense qu'en fait c'est parce que j'avais cet aspect têtu dès le début, et j'ai des souvenirs que je sortais de l'école, je sais pas, à 16h, 17h, j'allais au bois de Vincennes, à côté, par exemple, jouer au foot avec des potes, mais même les jours où mes potes ils étaient pas là, ils étaient en train de jouer à la Super Nintendo, moi j'avais mon ballon et j'y allais tout seul au bois de Vincennes, et je me mettais face à 2 arbres, et c'est simple, je tirais 50 fois du pied droit, il fallait que ça aille 10 fois dans la lucarne à droite pour que je puisse rentrer chez moi, et pareil avec le pied gauche, jusqu'à ce que j'y arrive. On retrouve encore une fois cette notion de perfection et du beau geste, hein. C'est assez surprenant que tu
dans tes pratiques sportives que tu sois à ce point fixé sur la qualité du geste et sur la réussite d'un mouvement en particulier? Mais en fait, je pense que c'est parce que les sportifs, bon, le sportif, parce que le sportif que j'adulais quand j'étais petit, c'était Zidane. Et bon, lui, il a eu les perfs en plus, les perfs qui vont derrière. Mais tout paraît beau et ces gestes Et paraissent tout paraît beaux. facile. Ça paraît fluide et facile. Et si ça paraît fluide et facile, c'est qu'il y a eu énormément de boulot avant. Et donc moi, ça m'inspirait d'atteindre. Je m'en fiche de faire un poteau et que ça aille en 6 mètres. Mais si ma reprise de volée juste avant et que mon contrôle, la reprise de volée et que l'axe du ballon et l'effet que je lui mets est beau, bah, c'est peut-être plus joli si je le fais comme ça et que ça va en 6 mètres que mettre un but de raclo à l'arrache de la pointe du pied ou du tibia quoi. Donc certes je préfère une belle défaite que une victoire sans honneur quoi. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Non mais c'est très vrai, c'est très vrai. Et gamin j'étais déjà un petit peu là-dessus. Après j'étais buté et têtu, donc ça a beaucoup joué et il y a cette endurance où avec le recul en fait maintenant je me rends compte que oui, je terminais premier de mes tests d'endurance. J'ai un souvenir d'un cross où on faisait c'était un tour de 2 kilomètres autour d'un lac. Maintenant je fais H24 mais il fallait le faire le plus vite possible. Et j'avais le souvenir que j'avais fait avec les garçons et au milieu, au bout d'un kilomètre, j'avais explosé. En fait, j'étais asthmatique quand j'étais gamin et j'avais complètement fait une crise d'asthme au bout de une borne. Et donc j'étais arrivé, j'avais été déçu. J'avais dû mettre un temps phénoménal de l'époque, mais en tout cas, j'étais pas dans ce que je me pensais pouvoir faire quoi. Et donc j'arrive et j'ai le souvenir que là ils envoient le groupe des filles et je demande au prof de sport alors que tout le monde était mort à chaise, j'ai dit ouais excusez-moi je peux le refaire, ça vous dérange pas parce que là j'ai foiré mon geste technique on va le dire, j'ai foiré ma course, laissez-moi le refaire. Il m'avait laissé repartir avec les filles et j'avais pu le refaire et j'avais terminé je sais plus 2 ou 3e derrière des gamins qui faisaient de l'athlétisme et donc alors que moi pas du tout, je courais avec des chaussures qui étaient pas faites pour courir et donc avec le recul, je me rends compte que oui, j'avais peut-être, il y a une base peut-être ou une appétence pour l'endurance et aller aimer chercher ce qu'on peut avoir comme sensation dans de l'endurance, malgré que c'était que 2 kilomètres à l'époque. Quand tu cours pas, c'est l'endurance. Et je m'en suis rendu compte avec le recul quoi, que ouais, il y a peut-être une base, mais que cette base, elle est due au fait que j'allais tous les jours faire du foot, que quand c'était pas du foot, c'était du skate, quand c'était pas du skate, c'était du BMX et petite tendance à l'hyperactivité peut-être aussi. T'as jamais été déclaré hyperactif ou quelque chose de ce type quand t'étais gamin? Non, pas du tout. Non, après j'ai pas fait les tests. Je sais que il y a un autre nom, c'est pas hyperactif, il y a un autre nom. Mais non, bah a priori non, mais on me le disait autour de moi et effectivement moi je voyais que je faisais tout le temps quelque chose alors que autour de moi peut-être les gens de temps en temps s'arrêtaient quoi. Ouais. Donc voilà. Ok. J'aimerais passer plutôt sur la période un peu étudiante parce que ça a été une période hyper importante pour toi. Études de commerce, on va passer tout de suite à cette partie-là. A priori, d'après ce que j'ai lu, beaucoup de bringues, beaucoup d'ultra dans les bars, comme tu le dis si bien. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau de cette période-là, pour savoir un peu comment ça s'est passé, dans quel état d'esprit t'étais, quelles conditions physiques t'avais, voilà, savoir un peu comment tu étais à cette période. En fait, ma condition physique, on va dire qu'elle a commencé à se dégrader au lycée quand j'ai commencé à faire les bêtises qu'on fait, fumer, boire, etc. Et puis, je suis arrivé en école de commerce. Je faisais encore du sport au lycée. En école de commerce, j'ai tout arrêté. La première année, je crois que j'ai fait du football. Je crois que j'ai le souvenir que sur la saison de foot qu'on fait avec l'équipe 2 de mon école, je crois qu'on était 0 victoire. Je crois qu'on avait mis 1 ou 2 buts sur la saison et que sur les 10 matchs, on avait dû en faire perdre 6 sur tapis vert parce qu'on n'était pas assez nombreux le matin. Donc voilà, ça donne un peu l'état d'esprit de l'importance qu'on plaçait dans le sport. Là, on était plus intéressé par les sorties, par les filles, par le monde qu'on découvrait. Par la vie étudiante. De manière générale. Par la vie étudiante, et moi j'ai été totalement inspiré par la vie associative en tout cas. Et je suis arrivé, j'étais très timide. J'osais pas m'exprimer devant. J'ai le souvenir que avant l'école de commerce, j'osais pas m'exprimer devant une classe.
J'étais prêt parfois à avoir des zéros en récitation, même si j'avais appris ma récitation, juste parce que je voulais pas parler devant tout le monde. Et je suis arrivé et je sais que on est intégré quand on arrive par l'équipe du bureau des étudiants qui était en place. Et j'ai le souvenir d'avoir vu un mec pareil, voilà, un président du BDE qui avait une fluidité avec son micro, qui parlait devant 400, 500, 600 personnes, qui leur faisait faire la fête, et ça paraissait simple pour lui, comme Zizou. Comme Zizou, pareil. Et je m'étais dit putain, wow, genre t'es à des milieux de savoir faire ça, mais genre c'est cool de faire ça, ça a l'air sympa. Vas-y, ça te paraît impossible maintenant, mais dans 4 ans il y a les élections du BDE, dans 4 ans t'essaies de devenir président, quoi. Et donc après, moi, j'ai vécu mes années étudiantes. J'ai fait la teuf H24. Sur Paris. À Paris, ouais. À Paris, sur Paris, et je suis parti vivre 6 mois à Montréal. Donc ça m'a permis de vivre l'expérience de l'indépendance des parents, de l'expérience à l'étranger, de un peu voilà, de se rendre compte que le monde n'est pas aussi petit que le village de Saint-Mandé. Donc ça m'a permis d'avoir un peu d'ouverture d'esprit, même si j'en manque, je pense encore pas mal. Et retour de ça, on monte le BDE, on se fait élire et je termine. Moi qui 4 ans plus tôt j'étais comme ça à pas pouvoir parler avec un micro devant des personnes, à me prendre des amphis de 1000 personnes pendant 2 ou 3 heures et à mettre l'ambiance et la sauce et donc le truc qui me paraissait totalement impossible était devenu totalement possible et au bout de quelques semaines ou de mois d'exercice, c'était devenu fluide, simple et je vais pas dire que j'excellais dans ça, mais j'avais trouvé une recette et j'arrivais à mettre, j'avais trouvé les règles de base et j'arrivais à mettre ma couche dessus de panache, d'excentricité, de ma manière de faire et ça rajoutait du grain à ce jeu. Donc bonne grosse 4e année, 5e année pareil. Après l'entrée dans le monde professionnel, mais donc très peu de sport pendant toute cette période, beaucoup de fiesta et une prise de poids conséquente parce que pour 1m74 j'étais monté à 83 kilos. Donc c'était pas mal, j'étais pas non plus tu flirtais avec le surpoids. Ouais, j'étais bien. En fait, étais un peu rentré. J'arrivais à m'attraper mon ventre comme ça et j'avais des boobs. Donc et après c'est pas quelque chose qui à la sortie de l'école m'a c'est pas que je m'aimais pas, moi ça me dérangeait pas, j'étais bien comme ça. Et c'était pas non plus voilà une volonté de maigrir qui m'a amené au sport parce que ça me dérangeait pas, j'avais pas de problème vis-à-vis de moi-même quoi, on va dire par rapport à cette époque. Par contre je fumais trop, je buvais trop, je dormais pas assez les nuits, je faisais des nuits blanches. Donc là, je pense que ça a mis un bon coup d'arrêt au fond que je devais avoir avant quand j'étais gamin. Tu te rappelles du moment où tu t'es dit là c'est pas possible est-ce que tu as un jour particulier où tu te dis là à un moment donné faut que ça s'arrête? Moi, je voulais pas que ça s'arrête. Je voulais pas que ça s'arrête. Alors pourquoi ça s'arrêtait du coup? Parce que je suis rentré dans la vie professionnelle et que quand tu as fait 5 ans d'études, il y a un moment, bon, voilà, je n'allais pas faire non plus continuer à enchaîner, en rajouter 2, faire un doctorat, partir à l'étranger pour refaire des études ailleurs. Il fallait que j'avais envie aussi de commencer à taffer et de rendre, voilà, c'était d'un côté, j'étais complètement à l'aise dans ce monde étudiant et c'était difficile de sortir de ma zone de confort que je m'étais créée et que je m'étais construite. D'un autre côté, une phase de 5-6 ans, c'était bien de la clore pour pouvoir en entamer une nouvelle. Et puis après, il faut bien vivre. Hein, moi, j'ai quitté chez mes parents à 26 ou 27 ans. Peut-être que pour quelqu'un qui est pas à Paris, ça paraît complètement lunaire. À Paris, c'est déjà un peu plus normal parce que d'un point de vue déjà au niveau des tarifs économiques, il faut commencer à avoir un peu de réserve et faut bien gagner sa vie pour pouvoir se loger quoi. Donc forcément j'en suis venu à me dire il va falloir bosser dans la vie quand même. En fait, c'est bien. Et donc j'ai commencé à bosser et j'ai voulu me remettre au sport parce que forcément tu sors un tout petit peu moins, tu as moins de sollicitations, donc peut-être que tu peux faire d'autres choses. Et j'ai voulu me remettre au handball au début.
Et quand je suis retourné dans mon club, ils m'ont dit écoute, les entraînements, c'est le mardi soir et le jeudi soir de 21h30 à 23h. Et un week-end sur deux, faut que tu te bouges à aller à Poitiers, à Belfort pour aller jouer un match d'une division 10 de handball. Donc là, ça m'a déchauffé tout de suite. Et il s'est trouvé qu'en même temps, au boulot où je commençais à bosser, j'avais un collègue qui avait à l'époque 45 ans, 3 enfants, papa, et voilà, il était à la machine à café le lundi matin, il se la pétait quoi. Il se la pétait en disant ce week-end j'ai couru 20, 25, 30 bornes parce que tu vois, en fait je fais un truc qui s'appelle l'Eco Trail de Paris, oh là là, ça fait 80 km. Ouais, bah, j'ai déjà fait 5 fois, mais et donc bah, il se la pétait, il se la pétait. Enfin moi je Ça, le ressentais comme ça quelqu'un qui se la t'énervait, pétait. toi, dans quelle position tu te mettais quand il raconte ça? Tu le regardes un peu avec dédain ou tu te dis, pour lui montrer que je peux le faire aussi bien que lui, je vais le faire. C'est quelle attitude que tu prends Au début, à ce c'était pas moment-là? ça déjà. Au début, c'était Ouais. l'attitude de c'est pas vrai. Parce que pour moi, ça n'existe pas de courir à l'époque, c'est courir 80 km, ça n'existe pas. Pour moi, le maximum qui existe, c'est ce que je vois sur France 3 le dimanche matin, une fois par an, là, en mars ou en avril, c'est de voir les mecs qui font le marathon. Je sais qu'il y a 42 km, je connais globalement l'histoire, Mhm. mais je n'ai pas conscience qu'il y a des mecs qui courent plus qu'un marathon. Je n'ai même pas idée que ça puisse exister sur Terre. Je savais qu'il y avait peut-être le 50 km marche, et alors là, c'était déjà des très 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 grands tarés aux Jeux Olympiques. Mais je pensais pas qu'il y avait des mecs qui s'amusaient, qui payaient pour faire des distances comme ça, et encore moins en montagne, et encore moins dans des milieux hostiles. Donc lui, il a été la preuve que ça existait déjà. Et petit à petit, bah, quand quelqu'un te raconte des choses comme ça qui te paraissent totalement non existantes pour toi, bah, tu t'y intéresses, t'es curieux un minimum, et ça a commencé à m'attirer. Je me disais pas du tout que j'allais en faire au début, mais je m'étais dit bah tiens pourquoi pas, je veux me mettre au sport, on va faire à peu près en même temps, tiens pourquoi pas essayer de faire un 10 km ou un semi-marathon, ça sera déjà énorme, tu pourras t'arrêter après et dire à tes enfants que tu as été semi-marathonien quand tu étais plus jeune. Ça s'arrêtait là pour moi quoi. Et donc je me suis mis à courir avec cette personne, avec Ronald, au bois de Vincennes. Et j'ai un ami là qui m'a sorti d'ailleurs sur Strava, et j'ai vu qu'il y a des mecs qui sont allés liker ma première sortie. Elle est remontée là dans les derniers jours, et je suis allé voir, putain, ça avait fait mal hein. J'ai couru 2 km 87, 2 km 87, donc et je suis allé voir le tracé. En fait je pars de chez moi, je vois que j'arrive à un endroit, et je vois qu'il y a un endroit où c'est genre un début de faux plat en fait. Donc à 1 km 4 de chez moi, il y a un espèce de faux plat. Donc j'ai dû arriver là-bas. Je me rappelle plus, mais j'ai dû arriver là-bas. Ça a dû me saouler. Je vais faire, allez, vas-y, je rentre. C'est de la merde ce sport. Et j'ai le souvenir que j'étais allé courir une ou deux fois comme ça. J'avais fait des tentatives. J'avais fait 2, 3 bornes. J'étais rentré. Les baskets elles étaient remises dans un truc où loin de mes yeux. Je veux pas le voir. C'est atroce. J'ai mal. Je n'arrive pas à respirer. Je crache mes poumons. Et bah, petit à petit, voilà, en fait, tu te prends au jeu de vouloir en faire, de vouloir aller un tout petit peu plus loin à chaque fois. Et même s'il y avait énormément de souffrance au départ, tu progresses vite, je trouve, en course à pied dès le début, Quand tu contrairement débutes, ouais. au skateboard. Hmm. Ta progression est ultra rapide pour pouvoir passer de quand tu fais 5 km sur tes premières sorties où là t'as vraiment mal, t'as des courbatures pour le lendemain, et peut-être un mois plus tard t'as doublé la distance, t'en es à 10. Mhm. Bah là moi aujourd'hui quand je fais 180 bornes, je me dis pas qu'un mois après je pourrais en faire 420 aussi facilement. Donc la courbe de progression est tellement rapide au début que ça m'a un peu fait prendre le jeu. Et puis bah, il y a eu ce premier semi, j'arrive à le terminer, je crois que je mets pas dire de bêtises, mais je crois que je mets 1h50. Derrière, forcément, bah, je me suis dit bon bah attends, il y a le marathon, t'as fait un semi, ça doit pouvoir le faire. Je fais mon premier marathon, je fais celui de Paris, et je crois que je mets 4h30. J'explose complètement. J'étais parti avec un sac de trail, avec des collants, avec des t-shirts manches longues. Enfin, pas du tout stuffé pour le marathon. Je connaissais pas les règles. Je m'y intéressais pas. J'avais pas suivi de planning d'entraînement. Je le faisais un petit peu à ma sauce. J'essayais de découvrir à ma sauce. Et bah, après, une fois que le marathon c'était fait, bon bah qu'est-ce qu'il y a à côté? Ok, ah tiens, c'est ce truc à Saint-Élion, tu aimerais bien m'amener à Saint-Élion, c'est quoi le principe? On va d'une ville à une autre, c'est possible de faire ça?
Mais en courant, vraiment? Et de nuit en plus? Nuit, en décembre. Attends, mais la météo en décembre, c'est quoi là-bas? Il y a de la neige et il pleut. Ah ouais, il fait froid aussi. Ouais, ok. Attends, c'est sur une nuit blanche, mais on a le droit de s'arrêter pour manger. Ouais, exactement. Mais en fait, je connaissais rien de ce monde et donc je m'inscrivais. J'étais un peu suiveur Tu de ce Ronald. suivais Ronald, quoi, systématiquement. Exactement. Et, C'est souvent le je cas. sais plus si, je crois que, je sais plus si c'est la première ou la deuxième participation. Je crois que la première, je sais plus, mais je crois que je termine 5 millième quoi, de la Saint-Élion, un truc comme ça. Quoi. Je dois mettre 11 heures ou 12 heures, ce qui était déjà formidable. C'était énorme. Déjà, Mais, d'être finisher. j'étais un ovni. J'étais Mhm. un ovni pour mes proches. C'était extraordinaire. Et quand je vois que maintenant, c'est pas, je mets presque le même temps, mais si je mets presque le même temps pour Pour faire faire l'aller-retour, l'aller-retour. Mhm. ça me, ça me fait plaisir de me rendre compte que ce qui me paraissait totalement impossible à l'époque, comme pas mal de ces petites choses que j'ai dans ma vie, j'ai réussi à le faire et en plus, comme pas mal de choses dans ma vie, j'ai réussi à le faire à ma sauce, en me cassant les dents, en rencontrant moi-même les problèmes, en ne tentant pas de les éviter, en tentant pas de tricher avec les problèmes et les obstacles, Mhm. en utilisant des méthodes que d'autres ont trouvées bonnes. J'ai préféré trouver mes propres méthodes, quitte à me foirer plusieurs fois avant de trouver la bonne. Euh, mais, euh, mais ça a fonctionné comme ça. Puis après, Saint-Élion, Écotrail, Templiers, je pense que c'est sur les Templiers où je me suis vraiment rendu compte de ce que c'était que le trail. C'était en quelle année, ça? 2016, Mhm. 2017. Donc un an, en gros, je fais les Templiers un an après avoir commencé à courir, Ouais. un an et demi. Et donc là, en fait, le cadre déjà était différent. Même si la Saint-Élion et l'Écotrail c'est super sympa, hein, mais découvrir le trail, déjà, t'arrives au Templier, t'as l'ambiance, Mhm. qui est là, t'as l'ambiance des ravitaillements, t'as l'esprit trail qui est présent. Tu sens qu'il y a une histoire, tu sens qu'il y a un truc. Euh, en tant que petit citadin, Tu t'es pris t'as une pas claque, là? l'impression. Sportivement parlant, ouais, c'était assez dur. Enfin, je me rappelle là, le Puncho d'Avast Mhm. ou la dernière côte, La Puncho d'Agast. le Puncho d'Agasta. Je connais même pas le nom, mais j'ai le souvenir que c'était enfin la CAD ou le CAD, je me rappelle jamais. Le CAD suivi de la Puncho d'Agast. Ouais. Enfin, j'ai le souvenir Les que deux sportivement, dernières. j'ai pris une sale claque et puis la descente impossible là où juste derrière où il y a eu tellement de passages que les bouts de bois ils sont luisants, le truc même quand c'est pas mouillé ça glisse. Mhm. Je me suis rendu compte et puis il y a eu cet aspect de le faire donc un effort sportif dans la nature où là-bas voilà, tu ressens vraiment un aspect naturel. Tu as quelques endroits où il y a des précipices donc tu as des petites notions de danger. Mhm. Euh, euh, Tu cours pendant une certaine durée, donc tu peux vivre le jour et la nuit en même temps. Et ouais, donc moi, petit Parisien, même si je sentais pas que j'appartenais encore à ce monde-là, je sentais que ce monde-là du trail et l'esprit trail des gens qui étaient là était déjà super accueillant que c'était pas comme dans beaucoup de sports où quand tu es amateur et que tu veux un peu plus t'intéresser au truc, on te regarde parfois un petit peu de haut, quoi. Et là, j'ai pas senti ça. J'ai trouvé que justement les gens étaient très solidaires, très bienveillant vis-à-vis des petits jeunes. Et d'ailleurs, à l'époque, en fait, on était assez peu de jeunes. Enfin, j'ai le souvenir de quand j'ai fait ma première Saint-Élion ou mes premiers Templiers que je regardais autour de moi, des mecs de 22, 23, 20, 23 ans. Il y en avait pas tellement quoi. Là où aujourd'hui, quand je retourne sur la Saint-Élion, j'en vois énormément plus Mhm. quoi. Donc j'ai découvert à ce moment-là ouais, le vrai monde du trail et puis d'ailleurs coup de bol inscription à la CCC en première année, ce qui n'arrive plus, enfin ce qui Ah, n'arrive je te jamais. confirme, je me suis inscrit cette année et je suis passé à la trappe. Donc oui, Tirage au sort, moi je suis passé je CCC en te première année. joue au Et donc loto. je m'étais pas rendu compte de la chance que j'avais et Ouais. inscription CCC tirage au sort et je rentre de boîte parce que bon j'allais encore en boîte et je m'inscris à la Diagonale des Fous ivre à 5 heures du mat. D'accord. Et pareil, première année, tirage au sort à la Diagonale des Fous. Donc je me retrouve, voilà, généralement c'était toujours ça, là, entre décembre et mars, à m'inscrire à ça et tirer au sort. Et donc là, forcément, à me dire, bon bah t'aimes bien ce sport, mais bon là, tu t'es peut-être inscrit à des trucs qui commencent à être compliqués. Tu vas faire ton premier 100 en montagne sur une course de l'UTMB, tu vas faire ton premier 100 miles sur la Diagonale des Fous, et t'as vu beaucoup de vidéos de Zinzin Reporter, des reportages sur les diagonales remportées par Kylian ou par François. Tu as commencé à beaucoup t'intéresser à ça.
ça a l'air quand même d'être un autre monde encore. Donc tu vas encore découvrir un truc en plus. Donc ça a été cette courbe un peu de progression. Juste, à ce moment-là, donc ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans, peut-être 3 ans que tu cours? Ouais, 2 ans, c'est ça. Tu te dis, quelles sont tes motivations profondes pour t'inscrire sur la Diag? Moi, j'aimerais revenir sur le moment où tu t'inscris à la Diag après une soirée un peu arrosée en sortant de boîte. Explique-nous pourquoi tu t'inscris. Alors, il y avait, je cherchais pas à impressionner, pas du tout. Je cherchais pas à montrer aux autres que j'étais capable de le faire. Je suis même pas sûr que je cherchais à montrer à moi-même que j'étais capable de le faire. En fait, je pense que la diagonale, j'ai un rapport très particulier avec cette course. J'ai regardé, je pense, peut-être 100 fois tous les documentaires qui existent dessus. Et donc, ça a créé en moi un espèce de légende autour de cette course. Et je la mets tout en haut de l'échelle des ultra trails. Mmh. Et une fois que je l'ai faite, en fait, je me suis rappelé que quand j'étais gamin, j'ai vu un reportage genre sur France 3, un petit 3 ou 4 minutes, qui expliquait qu'il y avait des gens qui traversaient l'île de la Réunion en courant de part en part, et j'ai l'image de moi devant la télé gamin qui voit ces gens traverser une île, et c'était à l'époque où je regardais des dessins animés et j'avais des explorateurs dans les cités d'or, etc. Et donc je pense que enfant, j'ai rattaché cette aventure de traverser une île par les montagnes, par ses propres moyens, à de la grande exploration et à de l'aventure et à un espace de liberté. Et en m'inscrivant à la diagonale, en fait, je pense que j'ai voulu moi-même rentrer dans le pas de ces aventuriers que je voyais, parce que pour moi c'était pas un Kylian Jornet, un François Daen, c'était pas un sportif de haut niveau à cette époque-là. C'était quelqu'un qui se lançait une aventure, qui se lançait un défi, et j'avais l'impression que ça leur faisait du bien, que j'avais l'impression qu'ils avaient atteint un niveau de sagesse et de sérénité, et j'avais peut-être envie de découvrir ça aussi. Et donc c'est par ce biais-là que je me suis retrouvé à avoir envie de faire la diagonale, et je me suis retrouvé à participer, et maintenant à vouloir la faire chaque année, parce qu'il y a ce côté d'aventure ou d'impression d'aventure que ça peut donner, qui était présent. Maintenant, il y a tout un bloc sportif et tout un bloc pas de compétition, mais ouais, si un bloc sportif, un bloc de performance qui est venu s'ajouter à ça, et d'aller jouer avec le fait de le faire le plus rapidement possible. Donc il y a ça qui est venu se rajouter, mais à l'époque c'était pas du tout ça, quoi. J'avais aucune idée j'avais envie, et cette envie venait de l'aventure, elle venait pas de la recherche de lumière ou de satisfaction personnelle particulière. C'était vivre une aventure. Je le voyais comme ça, quoi. C'était assez marketé en fait dans ma tête. C'était comme si on me vendait pas une course, on me vendait une expérience de vie, et c'était ça que auquel je voulais participer. Bon, après, une fois que tu as ton dossard, tu te dis quand même, Coco, il va falloir que tu t'entraînes, parce que l'expérience de vie, a priori, elle a l'air assez costaud. S'il y a des mecs si en moyenne les gens ils mettent 40, je sais plus, 45 heures, je crois, en moyenne, c'est quand même 2 jours à passer à courir, quoi. Et toi, t'as jamais à l'époque où je m'inscris, j'avais jamais fait plus long que les Templiers, où j'ai dû mettre je sais pas combien d'heures, mais j'avais dû pas mettre plus de 15 heures, quoi. Donc c'était 2 fois plus que les Templiers, dans un milieu que je connaissais pas, l'île de la Réunion, avec toute la pression médiatique que tu peux avoir autour, qui décrit ça comme la course la plus dure au monde, enfin tout ce registre. Quand tu vois les vidéos des morts vivants qui sont en train de la faire, tu te dis si eux ils sont mal, peut-être que je vais être aussi mal qu'eux. T'es accompagné de quelqu'un à cette époque-là, quand tu t'inscris sur la Diag, tu le fais tout seul J'y vais en mode solo à l'arrache, et avec le recul, en fait, je connaissais rien, quoi. Je me rappelle, enfin la diagonale, je la fais, rien qu'un l'aspect alimentaire, je pensais encore, quand j'ai pris le départ et sur la diagonale, qu'il n'y avait pas besoin de manger de salé. Je pensais qu'en fait, que pour courir,
tu prends des gels, tu prends du sucre, ça va suffire, ça va passer. L'important c'est le sucre, non, pour faire du sport. Et voilà, j'en étais là dans ma connaissance de moi et de la pratique de l'ultra, quoi. Donc je me suis pris une énorme claque, mais ça s'est bien passé parce que je termine 80e, je crois, sur mon premier ultra, sur ma première diag. Et là je me dis, ok, c'est pas mal. Il y a peut-être un truc. Et en fait, en ayant terminé la diag, j'étais même pas en train de me dire, tu sais, il y a même pas eu ce moment d'hésitation ou pendant ou à la fin de j'ai pas envie de le refaire. À aucun moment pas eu envie de le refaire. J'ai tout de suite eu envie de le refaire parce que j'ai tout de suite identifié. Bah tiens, là tu pourrais gérer ça autrement. Là ça s'est mal passé, tu pourras le faire autrement. Et ça m'a donné envie de le refaire tout de suite. Et bah, là je l'ai refait l'année dernière. J'avais mis plus de 33 heures la dernière fois. Là, j'ai réussi à mettre 5 heures de moins. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, en 3 ans, 4 ans, tu t'es amélioré de 5 heures. T'as réussi à améliorer de 5 heures. Donc, je sais que maintenant, dans 3-4 ans, je peux mettre 22 heures. Bien sûr, c'est proportionnel. C'est évidemment. Je pense que la courbe, elle est pas. Et puis, quand tu auras 50 balais, tu l'as fini en 8-10 heures, tranquille. 8-10 heures, voilà. Petit record. C'est à ce moment-là, j'allais te poser la question, mais tu m'as devancé. C'est vraiment à ce moment-là que tu dis, il y a, dans ce milieu-là, dans l'ultra, alors, pas forcément mon épingle du jeu à tirer, mais j'ai vraiment des belles capacités et je veux performer. C'est à ce moment-là? Ouais, comme tu dis, en fait, tu l'as bien présenté, c'est-à-dire que je me disais pas, il n'y avait pas d'aspect compétition. Même si j'aime bien les classements, en fait, le classement, c'est comme une note pour moi. C'est pas un, je suis devant ou derrière tant de personnes. Je le prends comme une note plus qu'autre chose. C'est une évaluation de ta performance. Voilà, exactement. Mais après, bon, je pense qu'on est plein comme ça dans l'ultra. On se bat pas contre les autres. Hein. On sait, de toute façon, tu te bats que contre toi-même dans l'ultra. Et souvent, en plus, les autres, tu t'aides d'eux et eux t'aident. Donc, je le vois pas du tout comme ça. Mais ouais, c'est clairement à ce moment-là où je me dis. C'est pas si mal quand même, hein, parce que tu t'entraînes dans le bois de Vincennes, dans une côte qui fait 23 mètres de dénivelé, et t'arrives à faire ça. A priori, les gens et les retours que t'as, et ils te disent que c'est quand même assez énorme d'avoir réussi à faire ça en si peu de temps, et ta progression est ultra rapide. Voilà, si t'as réussi à le faire sans trop te prendre la tête et que pour l'instant tu y as pris beaucoup de plaisir, continue. Et là j'ai fait ok, d'accord, donc à part la diag, maintenant il y a quoi? Où vont les fenêtres? Et là je suis tombé dedans. À ce moment-là je suis tombé dedans et j'ai eu envie d'en faire beaucoup et pas tout le temps mais beaucoup et le plus possible parce que j'aime ça en fait, parce que j'aime ça. Et c'est pas une recherche je le vois pas comme une drogue tellement au sens dépendance du terme. Je le vois comme ça m'apporte, et je le vois pas une satisfaction dans la consommation, mais ça m'apporte une satisfaction dans la personne que ça me permet d'être et de devenir et d'évoluer avec le temps. C'est-à-dire que je réfléchis plus de la même manière et les bienfaits et la manière dont je réfléchis maintenant et donc je vois ma vie est très différente de comment je le voyais il y a quelques temps, et ça m'a permis en fait énormément de relativiser sur plein de choses. J'étais quelqu'un de assez anxieux, qui se posait énormément de questions, qui avait une gestion du regard des autres assez nocive sur ma personne, et l'ultra m'a permis d'acquérir je sais pas si c'est une sagesse, mais d'acquérir un truc qui fait que je relativise à peu près tout et que plus rien n'est un problème pour moi. Donc ça peut devenir un défaut parfois à l'extrême, mais les problèmes que je rencontre au quotidien maintenant n'en sont quasiment plus jamais vraiment parce qu'au final tu les mets en parallèle de ce que tu rencontres sur tes objectifs ou tes événements, et c'est ça qui fait relativiser le reste. C'est exactement ça. C'est en fait, tu te mets dans des telles galères en ultra. Enfin, on va pas se mentir. Hein, c'est un peu du masochisme. En fait. Je pense que ça l'est beaucoup. Voir du sadomasochisme. Il y a les deux. Il y a
aimer souffrir et aimer se faire souffrir soi-même. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a sincèrement les deux. Mais je pense pas que ça soit qu'il y ait une toxicité ou une nocivité forcément dans le sadomasochisme par le trail. Hein. On va rester là-dessus. On soit bien d'accord, qu'on soit bien clair. Voilà. Donc ça, tu pourrais l'utiliser en extrait cette partie au tout début du podcast. Tu vois, on va attirer. Là, il va y avoir de l'écoute derrière. Je la mettrai sur les réseaux sociaux pour attirer le chaland. Ouais, c'est ça. Non, j'y crois beaucoup, mais je pense que cette recherche de souffrance, moi, je l'ai parce que je recherche le fait d'être vivant et je trouve ça très agréable de souffrir parce que ça me rappelle à quel point je suis en vie dans mon quotidien ultra trailer, là où je le suis beaucoup moins dans ma vie de citadin. Donc il y a beaucoup de ça, ouais. On va revenir, alors on va faire très très court là-dessus parce que t'es passé dans beaucoup de podcasts. Tu m'as dit tout à l'heure en off que j'étais le dernier sur lequel t'es pas encore passé. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi Casquette Verte, d'où ça vient, en quelques mots, pour que voilà ceux qui savent pas découvrent un petit peu le concept. Alors ceux qui savent, effectivement, ça va être de la redite, mais alors pour les autres. Ça date de l'époque école de commerce, de l'époque de BDE. J'organisais donc en fin de mon BDE un week-end d'intégration pour les premières années qui allaient arriver. Et dans les week-ends d'inté, on donne des t-shirts, des casquettes, etc. Et après ce week-end, je me suis retrouvé avec un stock de casquettes dans ma cave. Pas quoi savoir comment faire, quoi. Et quand j'ai commencé à courir, j'ai commencé forcément aussi les réseaux sociaux en même temps. À l'époque, j'étais avec un compte Instagram à mon nom, c'était Alexandre. Et comme tous les mecs qui commencent à courir et qui sont sur les réseaux sociaux, je faisais des selfies à la fin de mes courses, transpirant, en tirant la langue, vidéo 3/4 haut comme ça. Et je crois que au 4e, au 5e selfie, avec les petites données en bas, le kilométrage, la vitesse et le dénivelé pitoyable que je rencontrais sur les quais de Seine à l'époque. Au bout de la 4e photo, j'ai une pote qui m'envoie un SMS, elle m'a dit tu me fais pitié, quoi, arrête, j'en peux plus de voir ta tronche. Et j'ai pas arrêté de courir et puis j'avais envie de la taquiner, cette copine, donc à la place de mettre ma tronche, j'avais pris ma casquette pour commencer à courir dans ce lot de casquettes qui était dans la cave, peut-être un peu à cause de Forrest Gump, je pense que je l'avais pris. Par contre, je la portais à l'envers, elle était pas rouge, c'était pas Booba Gump. Mais j'ai commencé à prendre en photo cette casquette en me disant de toute façon personne ne peut en vouloir une casquette. Et en fait, j'ai commencé à la taquiner comme ça et à prendre toujours en photo ma casquette. Et puis petit à petit, c'est resté. Et puis je trouvais ça vachement plus simple et ça me permettait justement, donc ce que je disais tout à l'heure au tout début, ça me permettait d'avoir. Ça, c'est Casquette Verte. Si vous voulez, s'il y a des critiques ou s'il y a des bravos, c'est pour ce truc-là, ce personnage qui est présent sur les réseaux sociaux. Moi, je suis distant de ça et donc je prends pas les critiques ou les bravos directement pour Alexandre. C'est Casquette qui les prend et ça s'est développé. Et puis j'ai commencé à écrire des récits de courses sur un blog. Forcément, j'ai commencé à appeler le blog Casquette Verte. À la base, c'était plutôt pour mes grands-parents, ces récits de course, mais ça a commencé à attirer du monde. Donc, c'est créé tout un truc. Et je pense que je suis arrivé au bon moment, au bon endroit avec un surnom et un profil qui a attiré les gens. C'est-à-dire, j'étais le petit Parisien qui partait à l'aventure faire des ultras sans trop de prise de tête, qui continuait à être fêtard, à faire la fête et qui petit à petit en plus commence à avoir des résultats et donc c'est créé tout un truc autour de ça et maintenant enfin je vais pas te mentir, je vais pas dire que je suis la star du truc, mais quand je vais courir dans le bois de Vincennes à côté de chez moi où là j'ai fait l'éco-trail en off il y a 2 semaines et donc je suis parti de Saint-Quentin en Yvelines, loin à 50 bornes de Paris jusqu'à la Tour Eiffel. J'ai dû avoir, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de personnes qui m'ont dit les casquettes ou qui m'ont arrêté pour qu'on discute 2 minutes ou pour faire une photo. Et donc c'est créé d'un truc de malade, quoi, d'un truc de maboule. Et l'avantage, c'est que justement, en fait, c'est cette casquette qu'on reconnaît et c'est pas tellement moi. Si je veux passer incognito, moi, il me suffit juste d'enlever ma casquette et ça y est, je repasse dans le monde des inconnus, contrairement à pas mal
d'athlètes, on va plutôt dire, qui ont une célébrité du fait de leur performance, et qui peuvent même plus se balader dans la rue. Hein. Kylian, en étant, faut pas que je me compare à Kylian parce que alors là, on est au niveau de grosses têtes. Non, on a compris. Et Kylian, à Chamonix, il pouvait plus sortir. Bien sûr. Sortir, non, mais on va pas simplifier la pensée. Hein. On va pas faire des raccourcis. Non, on a bien compris ce que tu voulais dire. Par contre, j'aimerais revenir sur la période où tu lances, on va dire entre guillemets, ce personnage, ce concept. Est-ce que ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que tu le fais volontairement parce que tu sens derrière que tu voudrais faire quelque chose qui potentiellement peut être marketé, etc., peut aboutir à quelque chose, ou c'est vraiment quelque chose de très naïf et peut-être un peu pour aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, te entre guillemets, sans être péjoratif, te cacher un peu derrière ça. Je pense qu'il y a beaucoup de vouloir me cacher. Il y a beaucoup de vouloir me cacher parce que ça me permettait de créer un personnage. Mais je suis complètement ambivalent là-dessus aussi. C'est-à-dire que oui, ça me permet de me cacher, ça c'est un gros avantage. Mais j'aime bien briller aussi. J'aime bien briller, pas au sens briller parce que j'ai écrasé les autres, mais briller au sens du panache. Moi, il y a un personnage que j'adore, c'est Cyrano de Bergerac. Et voilà, il est beau dans ce qu'il fait, pas forcément dans ses réalisations, mais il est beau dans la manière dont il le fait. Et donc cet habillage de la casquette verte, ça permettait d'habiller ce que je faisais et que ça marche ou que ça marche pas, que je fasse une bonne ou une mauvaise course, des bons ou des mauvais entraînements. Il y avait ce truc de la casquette verte qui, un, me protégeait et deux, me permettait d'avoir quand même une résonance assez simple. Et ouais, après j'ai fait du marketing, pas sur la casquette en elle-même, mais oui, je savais que dire une casquette verte, c'est un signe que tout le monde reconnaît simplement. C'est un truc qu'on ne trouve pas forcément partout. Que tout le monde n'a pas une casquette verte, mais tout le monde sait que c'est une casquette et tout le monde sait ce que c'est que sur du vert. Un coureur, comment tu le reconnais d'un autre coureur? Tout le monde est habillé pareil. Faut bien avoir une singularité. Je sais pas, Johan Stuck, on sait parce qu'il a sa beubare. François, il a son bob. Thibaut Barognan, il a ses cheveux de mouton. Chacun a son petit truc où voilà, il n'y a même pas besoin de le dire. Je cherche un coureur à barbe. Ok, c'est Johan. Kylian Jornet, il a rien, mais c'est Kylian Jornet, donc c'est pas exactement. Exactement. J'étais en train de chercher dans ma tête. J'étais en train de dire Kylian, il a quoi? En fait, le problème c'est que Kylian, déjà faut le voir. On voit que 24 images à la seconde. Donc dans les frames, il faut déjà le voir passer. Non, mais voilà, il y a ce truc, je pense. C'était assez naïf de ma part, je l'ai pas pensé pour que ça fonctionne, mais avec le recul, en fait, c'était parfait pour que ça fonctionne. Quoi. Il y avait le profil de ce petit jeune Parisien qui arrivait au bon moment, avec les réseaux sociaux qui commençaient à s'amplifier autour du trail et le trail qui continue à grossir, plus à être de plus en plus démocratisé en dehors du trail, c'est-à-dire que des gens qui ne font pas de trail maintenant, en tout cas, et là depuis quelques années, ils savent qu'il y a ce sport qui existe en montagne. Ils connaissent peut-être l'UTMB, ils connaissent toute la diagonale. Kylian, ils savent qui c'est. Et donc, je suis arrivé au bon moment, je pense. Et j'aurais fait ça 15 ans en arrière. Qu'est-ce que des gens auraient eu à faire qu'il y ait une casquette, un mec qui porte une casquette verte qui court et il gagne pas l'UTMB. Ce qui était intéressant à l'époque, c'est le mec qui gagnait l'UTMB. Et ce que je trouve un peu cruel, souvent quand j'en parle avec des copains à moi que je retrouve dans les satellites, c'est il y a des mecs qui sont plus besogneux que moi, plus forts que moi, qui sportivement ont atteint des plus grands niveaux de performance, mais ils ont pas cette communication ou ils ont pas ce truc qui m'a accompagné, qui fait que c'est pas qu'ils sont pas respectés, mais ils sont pas reconnus en tout cas. Et je trouve ça assez. Il y en a, ils s'en fichent, donc ça c'est très bien, mais il y en a où tu sens que limite, moi je suis gêné par rapport à eux parce que je vais terminer une demi-heure, une heure derrière lui sur l'UTMB ou elle, et c'est moi qui vais avoir des milliers d'éloges en commentaire et elle pas du tout. Et même si ça n'a que peu de valeur au final, ces éloges et cette reconnaissance, je comprends que ça puisse blesser certains, quoi. Et ça, je trouve ça un petit peu difficile, quoi. Après, comment tu l'arrêter, quoi. Ouais, je te coupe, mais comment tu te sens dans cette communauté? Parce qu'on peut considérer aujourd'hui que tu remportes des ultra trails, etc. Donc tu es un ultra trailer élite. Comment tu te sens dans cette communauté des trailers et des ultra trailers élites?
tu viens d'en parler, parfois c'est un peu, tu ressens un peu de jalousie, mais tu te sens bien accueilli, tu sens un peu des regards en coin, comment ça se passe? Majoritairement, en fait, je me sens très bien et très bien accueilli maintenant. La période qui a été un peu dure, c'était le moment où je commençais à avoir deux trois résultats, mais c'était pas non plus incroyable. Enfin, Mhm. il y avait pas de victoire, quoi. Et il y a eu tout ce moment où j'étais dans ma courbe de progression. Et enfin, je me suis pas fait, je vais pas dire cracher dessus, mais voilà, je me suis un peu fait critiquer. Effectivement, il y en a qui me disaient, le petit Parisien, c'est pas fait pour toi, quoi, ici. Et là, je sentais qu'il y avait limite presque du rejet, et ça devait venir de la jalousie, je sais pas. Euh, et euh, et petit à petit, en fait, et de ma manière aussi de m'entraîner, qui a toujours été, enfin, On va y venir. on va y venir, ok, qui est particulière et qui avait toujours été particulière. Et de ça, bah, il y en a plein qui, grosso modo, me promettaient les croisés. Je pense que enfin, ouais, je devrais déjà être en fauteuil, voire pire, parce que ma pratique n'était pas celle qui suivait les dogmes de Mhm. l'époque pour réussir. Et finalement, bah, vu que petit à petit, j'ai commencé heureusement au final, heureusement qu'il y a eu des victoires, qu'il y a eu des bonnes performances, pas top performances parce que je sais pas, la diagonale où je pense que c'était un de mes meilleurs ultras là que j'ai fait, je termine 18e. Il y a encore 17 personnes devant moi et Ludo Pomeray, bah, il termine 4 heures encore devant. Donc là où je me positionne, je sais que je, je fais partie de ceux que je considérais comme des ovnis avant, mais il y a encore des ovnis là qui sont devant moi. Mais l'avantage, c'est que maintenant, je sais que c'est pas des ovnis en fait. Je sais que qu'ils sont plus si loin que ça et que avec un peu de taf, je sais pas si j'arriverai à les dépasser, mais je peux encore un peu m'en rapprocher. J'arriverai très certainement pas à les rattraper, mais je peux en rapprocher et ça, je trouve ça cool. Dans notre podcast sur lequel t'es passé, tu parles à plusieurs reprises du fait que ça durera pas longtemps pour toi, que volontairement tu mettras un terme à cette entre guillemets carrière d'ultra trailer. Et là, du coup, depuis le début là que je t'entends parler, j'ai l'impression quand même que t'as quand même des objectifs assez qui vont un peu à l'encontre de ce que tu disais sur d'autres émissions. Bah, en fait, bah, j'ai eu un changement récent dans ma vie qui me fait que j'ai beaucoup plus de temps en fait à consacrer à la course à pied. Là où il y a quelques temps, la course à pied était secondaire. Elle reste secondaire parce que c'est que de la course à pied. Hein, on fait Mhm. que courir dans les montagnes, faut pas déconner non plus, on sauve pas des vies. Mais là, je vais avoir plus de temps à y consacrer. J'y consacrais déjà 2 ou 3 heures par jour. Je pense que je vais continuer à le faire et un peu plus me concentrer, m'y impliquer, parce que je me dis que finalement c'est peut-être possible d'aller chercher du top 10 sur la diagonale. Et à la base, le top 10 sur la diagonale, c'était je termine top 10e de la diagonale et j'arrête complètement ce truc-là. Je Mhm. débranche casquette verte, j'arrête complètement ce truc-là. Et là, je me dis, bah, écoute, si ça arrive, est-ce que vraiment tu te débranches et est-ce que tu vas pas tenter aussi de faire peut-être une bonne place sur l'UTMB, peut-être une bonne place sur des courses américaines, ce truc-là qui s'appelle le Tour des Géants, est-ce que tu irais pas aussi t'amuser dessus? Donc, je me réouvre à ça, du fait que ma vie perso a un peu changé, mais mais je sais pas si ça durera plus de 3 4 ans encore. Parce que là, ça commence à faire 6 ans, 7 ans que je cours, 3 ans où vraiment c'est une grosse partie de ma vie. C'est-à-dire que Ouais, tu là, fais à peu près en moyenne une dizaine d'ultras par an depuis 3 ans, c'est ouais, ça? c'est ça, c'est ça. Et non, mais en dehors des courses, Hmm. c'est tellement de temps. Je crois que je suis à plus de 800 heures l'année dernière Tu et fais 10 000, d'avant. tu fais 10 000, Ouais, c'est à peu 10 près 000 ça. 9 kilomètres 000 cumulés km. sur 2021, je crois. En gros, ça fait, en moyenne, je crois que ça fait 27 kilomètres par jour. Hmm. Et surtout, le truc le plus étonnant, c'est que je crois que l'année dernière, j'ai couru 34 jours en cumulé. C'est-à-dire tu prends un mois, tu prends un peu plus, tu prends tout le mois de janvier jusqu'au 3 février. Ben, j'ai couru du 1er décembre jusqu'au 3 février sur toute l'année. Donc, il y a presque 10% de mon année, 10% de mon temps de vie qui est passé avec à mettre un pied devant l'autre, quoi. Hmm. Donc, c'est quand même
étant donné le fait que la vie est courte, ça me fait me poser la question de me dire est-ce que vraiment j'ai 10% de toute ma vie à consacrer à la course à pied, quoi. Donc vis-à-vis de ça, je me donne encore quelques temps parce que pareil, il y a toujours cette ambivalence de se dire, puisque maintenant, merde, j'ai atteint ce niveau-là, je me suis quand même beaucoup donné pour l'avoir. Allez, il me reste encore 3-4 flèches dans mon arc pour essayer de viser le milieu de la cible. Je vais peut-être essayer de les lancer plutôt que d'arrêter tout de suite, quoi. Alors, pour ceux qui savent pas, donc comme je viens de le dire, hein, tu es quelqu'un qui borne énormément, qui fait beaucoup d'ultra dans l'année. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai dit à mes Patreons notamment, à qui on va répondre à des questions en privé à la fin de l'épisode, de me poser des questions pour toi. J'ai énormément de réactions. On voit que tu suscites énormément t'es un peu clivant, hein, dans le milieu, et notamment par rapport à cet aspect de préparation, de multiplicité des objectifs à l'année, etc., qui va complètement à contre-courant de ce qu'on entend dans la majeure partie des discours, hein, que même moi dans certains épisodes avec les invités que je reçois, on met en avant la progressivité, etc. Éviter la monotonie, etc. Tu es quelqu'un qui court en moyenne 25 km par jour, tous les jours, sur du plat. Voilà, explique-nous un petit peu ta manière de concevoir ta pratique et dans un premier temps l'entraînement. En fait, ça paraît étrange, mais j'appelle même pas ça de l'entraînement en fait. Pour moi, c'est pas de l'entraînement. Pour moi, je vais consacrer 2 ou 3 heures à aller courir et ça s'arrête là. Et c'est pas, je fais pas des séances. Je fais une sortie et souvent en fait, il y a 2 ou 3 sorties par semaine, c'est pour rentrer du boulot et puisque j'y veux y consacrer 2 ou 3 heures, si je fais 2 ou 3 heures, c'est pas assez long entre le boulot et chez moi, donc je vais peut-être passer par Montmartre et faire un petit peu de marche. Donc il y a déjà ce premier truc ce n'est pas un entraînement, c'est pour passer du temps, c'est un loisir et j'y prends du plaisir et encore plus maintenant où je maîtrise ça. Donc il y a de moins en moins de souffrance et de plus en plus de plaisir et de sensation de planer au-dessus de ma propre pratique. Donc pas un entraînement, une sensation de liberté. Et après, il y a le truc aussi que je sais, c'est les objectifs que je me fixe, par exemple le top 10 diag, je suis pas omnubilé au point de ne penser qu'à ça. Ça serait bien d'y arriver, mais si j'arrive pas, c'est pas un drame, quoi. C'est pas, pour moi, j'ai pas une carrière sportive, j'ai pas une carrière d'ultra trailer, quoi. Si j'y arrive, ok, cool. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, on s'en fout. Donc j'y porte un intérêt, mais il est pas dévorant pour moi. Et étant donné qu'il est pas dévorant, je pense que je m'y implique pas encore à fond, réellement. Je pourrais m'y impliquer encore plus que ça et peut-être faire mieux les choses et donc aller rechercher de la performance et de l'excellence dans ce cas-là. Et donc là, si je veux aller chercher une performance meilleure, je m'entraînerai et là, je suivrai les dogmes et les règles qui existent et où on a compris que c'est en faisant comme ça qu'on arrive à de la performance. Donc je te coupe, mais tu l'admets, enfin, entre guillemets. Ah oui, j'essaie de volontairement te poser la question, mais tu admets que il y a des comment dire, des concepts, des préceptes d'entraînement qui amènent à améliorer la performance et qui sont prouvés scientifiquement. Ouais, c'est certain. Pour moi, c'est certain. Pour moi, en fait, ça a tellement, le sport a tellement été étudié mais de manière aussi scientifique que on a prouvé. Je crois énormément dans la science, hein, et donc on a prouvé par A plus B que pour réussir, si on suit ce modèle là, puisqu'on on a testé tous les modèles possibles et imaginaux, si on suit ce modèle-là, on a 99% plus de chances que ça fonctionne et d'atteindre l'objectif espéré que en tentant comme moi à l'arrache par les côtés et de voir si ça passe. Je le sais pour l'entraînement, je le sais pareil pour la nutrition. Je sais que si mon objectif de vie était réellement d'aller performer, d'aller gagner, et et que j'avais envie de ça, je basculerais sur un mode entraînement. Là, c'est pas le cas. Là, je suis dans ce modèle je fais comme j'aime faire au quotidien. Je prends du temps, je passe du temps dehors et quand je m'aligne sur des courses officielles,
si ça marche bien, ce qui est de plus en plus le cas, ben, tant mieux. Mais si ça marche pas bien, c'est pas trop grave non plus. Je serais peut-être un petit peu déçu, mais c'est pas trop grave non plus. Et ces manières dérivées qui me font atteindre des certains niveaux, je comprends totalement que ça puisse exaspérer, c'est peut-être pas le mot, mais que ça puisse être incompris par plein de gens mais il fait n'importe quoi et ça en devient rageant parce que bah, il arrive en faisant n'importe quoi à être au niveau de gens qui suivent des protocoles qui sont stricts, qui sont parfois embêtants à suivre, alors que lui, putain, il a l'air de se faire plaisir, de bouffer des pizzas, de boire des bières, de fumer des clopes, de vivre sa vie pleinement et il y a une certaine injustice qui peut se créer. Donc il y a cet aspect-là que je comprends. Et j'écoutais un autre podcast hier ou avant-hier et je me suis rendu compte que c'était un entraîneur et je me suis rendu compte qu'il parlait de moi. Il disait justement qu'il était énervé par quelqu'un qui pratiquait beaucoup de ça. Et il a exprimé un truc, il a dit que j'étais dangereux. Et je lui ai envoyé un petit message, on s'est parlé en privé. Je vois l'épisode dont tu parles. J'ai écouté aussi. Et on a un peu parlé en privé. Et moi, je lui ai dit, oh, putain, ouais, dangereux, t'abuses un peu quand même. Je suis pas en train de dire aux gens, piquez-vous avec du cyanure, genre, allez-y les mecs. Je l'ai trouvé voilà, un petit peu dur là-dessus. Mais après, au fond, je lui ai dit, mais je pense que par contre, aussi, t'as raison, parce que de plus en plus, je me rends compte, c'est que ça peut inspirer des gens. C'est très bien parce que ça inspire des gens à faire du sport et à sortir leurs fesses de leur canapé. Mais malheureusement, je peux pas mettre de disclaimer sur mon front ou sur ma casquette en disant ne pas reproduire à la maison. Et j'en prends conscience, mais j'ai pas envie de me restreindre dans ma manière de communiquer ou de mentir parce que au final, moi, je communique sur ma liberté, ma façon de faire. Et par contre, ouais, c'est un truc où j'ai pas mal de gens qui viennent de me poser des questions en privé, hein, et je réponds à tout le monde. Et je sais que souvent le conseil que je donne, c'est déjà de pas faire comme moi. Et surtout pour les jeunes, le premier conseil que je leur donne, c'est je pars du principe, gamin ou gamine, je parle pas comme ça, hein, mais c'est dans l'idée que c'est pas normal que c'est pas normal ce que je fais et que c'est pas à reproduire. T'as toutes les chances que ça se passe mal si tu tentes de faire comme moi. Tente plutôt de la proximité, de la progressivité, tente plutôt des plannings d'entraînement, des trucs assez classiques, des choses qui sont maîtrisées où on sait qu'on se met pas en danger. Pareil, quand les gens me demandent si je me blesse, ils ont l'impression que je me blesse jamais, mais en fait, je suis tout le temps blessé. Et ça, c'est juste que je vais pas dire tous les jours, bah, écoutez, j'ai mal. J'ai mal tous les jours, mais mais c'est assez particulier. Et donc, je m'en rends compte que petit à petit, c'est quoi? C'est pas Spider-Man, mais c'est un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Là, je me rends compte de ça, c'est que une visibilité, une audience implique d'une certaine manière une responsabilité. Et donc, il faut que j'arrive à trouver l'équilibre entre ne faites pas ce que je fais, mais en vrai, c'est trop bien ce que je fais. Genre, c'est complètement fou. Profitez-en. Donc, je préférerais limite être classé, et ça me va de plus en plus d'être classé comme ovni, parce que on tente pas forcément de reproduire ce qu'un ovni fait. Limite, alors que avant, je disais toujours, bah, je suis quelqu'un comme tout le monde, j'ai 2 bras, 2 jambes, et ce que je pense dans le fond, limite, je pense qu'il faut me classer comme il est différent. Il est différent. Lui, il fonctionne sur un autre modèle. C'est impossible de faire ce qu'il fait. Et à la limite, je pense que pour la communauté, c'est peut-être mieux de me classer à part, de manière à ce que des gens aient pas l'envie de faire la même chose, parce que certainement, ça sera dangereux. Donc, je pense pas être dangereux moi, mais je pense que ce qui sera dangereux, c'est de tenter de faire ce que je fais. Je suis très. Et c'est fou d'en arriver là. Non, je suis vraiment, Alex, je suis très 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 agréablement surpris de ce que tu dis là, parce que clairement, c'est voilà, ce que tu viens d'exprimer, c'est de la sagesse, c'est clair, c'est net. Moi, je t'avoue que voilà, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur la réflexion, qui estime que tout ce qui est au milieu est juste, mais je suis aussi ouvert à toutes les pratiques sportives diverses et variées, mais chaque pratique, quelle qu'elle soit, est adaptée à une personne. Et voilà, moi je suis ouvert à ce que des gens
fasse du trail comme tu le fais toi, mais je pense que déjà c'est comme tu le disais, c'est pas donné à tout le monde. C'est ta génétique, c'est tes caractéristiques physiques qui te permettent de t'entraîner de la sorte, sachant que si moi demain je me mets à m'entraîner comme toi 25 km par jour sur du plat pendant 5 jours, je pense que je tiens une semaine. Mais toi, t'as tes capacités, t'as tes possibilités de le faire et c'est très juste ce que tu viens de dire. Ça remet l'église au milieu du village. Là où moi j'ai eu un petit peu de reproche à te faire, c'est que voilà, parfois on sent un peu une communication où tu regardes un peu les gens qui s'intéressent à ces aspects de théorie de l'entraînement, etc. Pas de haut, mais limite à se dire vous vous prenez trop la tête. Moi, regardez, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais, bien parfois sûr, ça bien allait sûr. peut-être un petit peu dans le sens où c'était peut-être un peu pas moqueur, mais voilà, les ingénieurs du trail, les trucs comme ça. Moi, je pense que c'est de la curiosité. C'est intéressant de s'intéresser à sa pratique. Et voilà, moi, je jugeais pas le fait que tu t'entraînes de la manière dont tu t'entraînes. Et moi, j'ai pas envie d'être jugé en tant que quelqu'un qui s'intéresse vraiment à sa pratique, quoi. Tu vois ma réflexion? Ouais, je le vois parfaitement. Après, ça, c'est un de mes défauts aussi, c'est que je suis assez taquin comme garçon. Et les taquineries, souvent, elles sont pas faites sur un fond de réalité, hein. Tu vas taquiner parfois sur des choses qui... Bien sûr. euh, tu exagères énormément le trait de l'autre côté de manière à pouvoir taquiner dessus. Mais après, c'est parce que il y a aussi une tendance que je trouve là depuis 2-3 ans sur le trail et l'ultra où ouais, forcément, ce sport est en train de se professionnaliser, on est en train de monter des circuits mondiaux, et même si ça me va dans le fond, parce que je pense qu'il faut que ça aille vers ça, euh, euh, je trouve que On moi, se ce qui prend m'a trop au attiré au sérieux? début dans l'ultra, c'est on se prend beaucoup trop au sérieux et on Hmm, fait un sport de fou, et au final, on commence à manquer de folie dans notre hmm. pratique de ce sport de fou. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, et que il faudrait voilà, qu'on se réapproprie un peu les l'esprit trail, c'est le fameux esprit trail qu'on Hmm. retrouve parce qu'il a commencé à disparaître, et qu'on se le réapproprie et qu'on le refasse avec voilà, en déconnant un petit peu, parce que voilà, faut péter un coup, les mecs, on se détend, hein, c'est vraiment que de la course à pied au final, et ça se prend un petit peu trop au sérieux, ça se regarde un petit peu trop de nombril, et aussi c'est parce que peut-être c'est la fin d'une génération et c'est une nouvelle génération qui arrive dans le trail, où moi je sais pas, j'ai l'image d'Anton Krupika qui arrivait avec ses chemises, son truc torse nu, etc., Magnifique, génial. qui était assez magnifique. Et pareil, ou Jim Hemsley qui tente d'accélérer dans le tie beat. Et c'est ce grain de folie qui, Mhm, moi, m'a attiré mhm, dans le monde du trail et de la course à pied. Parce que, parce que pour ces quelques secondes de grain de folie il y avait quelques secondes qui étaient fabuleuses et extraordinaires. Mais oui, en réalité, c'est sur 24 heures. Donc, il y a eu 5 secondes de folie, mais sur 24 heures de sérieux. Et ces 5 secondes de folie, elles sont en train de disparaître. Et je pense qu'il faut surtout pas qu'elles disparaissent, quoi. Kylian Jornet qui prend je crois que c'est le dernier qui va faire un truc vraiment drôle là-dessus, qui sortait du lot, c'était qui commence son live Facebook pendant le départ de l'UTMB, où ça a surpris qu'il y a un mec qui était là pour gagner, hein. Et il était mhm, là pour gagner la course. Lui, il s'est amusé avec son téléphone, sa communauté, il a fait son truc. Et j'aime bien ces mecs qui de temps en temps sortent mhm. du cercle, mais au final, on respecte les règles. Et donc, voilà, faudrait peut-être que ça continue un petit peu de sortir du cercle. Et peut-être que moi, je suis trop sorti du cercle. Va peut-être falloir que je rentre un petit peu dedans voilà, pour pas que ça devienne trop Tu, clivant comme ça risque de le tu peux devenir. aussi, comme tu le fais là très bien aujourd'hui avec moi, être tout à fait transparent en disant ça fonctionne pour moi, en le mettant vraiment. Alors tu disais tout à l'heure un disclaimer, tu vas pas mettre un disclaimer toute la journée sur ton front, mais effectivement dans la communication, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment très sincère ta communication. On voit très bien que ça n'est pas une en l'occurrence et qu'elle vient vraiment du cœur et que voilà, c'est tu es à part, tu as une pratique à part et justement des gens comme toi font aussi l'essence de notre sport et effectivement amènent ce grain de folie là effectivement. Donc c'est tout à ton honneur. Et après, ce que je trouverais peut-être intéressant, et c'est peut-être en fait comme ça que je vais sortir de casquette verte, c'est euh, peut-être que je vais me dire, bah, tiens, teste juste 6 mois
6 mois ou un an tu testes réellement d'avoir un planning précis, de faire quelque chose et de préparer comme un vrai élite. Enfin, ouais, Tu comme, te sentiras pas pris au piège de ton entre guillemets personnage d'avant? non, je pense pas. Je pense que j'arriverai à l'abandonner. De toute façon, enfin, il va falloir qu'à un moment je l'abandonne, hein, parce que je commence à avoir 30 ans. Il y a un moment où je vais peut-être vouloir fonder une famille, avoir des enfants, et donc je vais pas pouvoir courir tous les jours 3 heures, quoi. Il va falloir il va falloir arrêter, quoi. Il va falloir faire autre chose, et l'implication que je mets dans le trail, je vais avoir envie de la mettre dans une famille. Et, donc je sais que ça va s'arrêter bientôt. Et pourquoi pas me dire, bon, bah, écoute, là, tu prends pendant 6 mois ou un an un entraîneur, un manager, tu fais le truc exactement en respectant les règles. En plus, tu as échangé récemment avec un entraîneur par téléphone, là. Ouais, Tu disais tout à l'heure que tu as échangé. Ouais, Ça bah pourrait être après, sympa. on n'en avait pas encore, mais ce serait très drôle. Ce serait très drôle. Et en plus, je suis certain vu qu'il a écouté l'autre épisode, il avait écouté un épisode dans lequel il m'avait entendu. Je pense que là, il va me réécouter. Je fais comme lui, je ne cite pas de nom, comme ça attire l'intérêt. Les gens se demandent qui c'est, ils vont aller chercher. Moi, j'appelle ça l'effet Daft Punk. Tu Ah, mets un exactement. casque Ah, et mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et non, ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Et ce serait énorme que ça marche encore mieux avec avec un entraînement précis et en suivant les règles. Au final, ce serait un bon clap de fin de bon, ben voilà, j'ai été idiot pendant 8 ans. Les 6 derniers mois, je me suis cadré. Regardez, au final, effectivement, c'est la bonne méthode. Ou à l'inverse, ça marche pas. Et en fait, c'était juste que c'était pas une méthode c'était pas fait pour qui toi. fonctionnait pour moi, et que ce que tu as dit, que en fait on a un peu chacun notre méthode, qu'il y a cette méthode du milieu qui on a remarqué marcher pour le maximum de monde, donc à voir. Très 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 intéressant, Alex. Je suis vraiment content de notre échange là, c'est vraiment vraiment top. Merci pour ta transparence, merci pour ce que tu viens de dire, c'est vraiment cool. On arrive tranquillement à la fin de notre échange. Est-ce que tu peux me conseiller un invité pour le podcast? Putain, est-ce que tu as eu Michel Sorine? Pas du tout. Michel Sorine, non? Tu sais qui c'est ou pas du tout? Je vais pas te dire oui pour faire Ouais, genre, mais non, je sais pas. Tu sais pas qui c'est? Ah, ok, c'est le, je sais pas si on dit PDG, DG, enfin c'est le directeur de Extra Sport. C'est l'entreprise qui d'événementiel sportif qui s'occupe d'organiser le lutte, la Saint-Élion, le trail de Saint-Jacques. Donc en plus il a une actualité avec l'UTMB, et c'est en fait, j'ai pas envie de spoiler parce que c'est un personnage assez particulier, et il faut, voilà, je vais te laisser te renseigner dessus sur lui, parce que je pense que quand tu vas cerner un peu le type de personnage qu'il est, le personnage qu'il est par rapport à ce qu'il produit pour la société, c'est très très intéressant de le recevoir, et il est assez discret dans les podcasts. En tout cas, je l'ai pas encore trop entendu. Donc ouais, Michel Sorine, ça peut être fabuleux. C'est noté. Tu le connais personnellement? Ouais, si tu as besoin, je peux te donner le contact, et je vais donner le numéro en live, comme ça tout le monde l'aura. 06. C'est le 36 37, hein, n'oubliez pas. Très bien, Michel Sorine, c'est noté. T'as déjà eu tellement de monde que je pourrais te dire. T'as eu Hugo, forcément, Ferrari. Ah bah oui. Tu l'as eu. Oui, tu l'as eu. Évidemment. Hugo, c'est Hugo, c'est la base. Le Duc. Le Duc. Alex, un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer? Non, bon, écoute, bon, peut-être juste un petit mantra, le fait que moi je suis un mec qui est assez déterminé, et que je trouve qu'au final cette détermination, tout le monde peut un peu l'avoir, et voilà, c'est l'idée de se dire faut pas rester statique, faut tout le temps être en mouvement, et faut être déterminé dans ce qu'on fait. Tout ce qui paraît impossible peut le devenir. Et si tu te dis qu'il y a un mec qui a compris que les artichauts c'était comestible, voilà, avec un peu de patience et un peu
détermination, on peut découvrir des belles choses. Et l'exemple de l'artichaut, je l'aime beaucoup pour ça, quoi. C'est pas parce que c'est vert et que j'adore ce légume, mais j'aime beaucoup cet exemple de se dire que voilà, il y a quand même un mec qui a compris que ce truc-là c'était comestible. Et voilà. Et dans plein de choses, que ce soit dans le sport ou dans la vie, si j'ai un message à passer, c'est soyez déterminés, quoi. On n'a qu'une vie, autant la faire, autant tenter de la faire à fond. On est absolument d'accord. Je vais pas te dire le contraire, je suis en plein dedans. Donc super mantra. Ouais, bah, toi t'as une reconversion de dingue là. Ah bah oui, là c'est parti dans tous les sens là. Allez, on va passer aux questions rapides. Je sais que tu les attends. Yes. C'est parti. Plat favori après la course. Merde. Si fromage et bouteille de vin. Alors boisson favorite après la course. Bouteille de vin carrément. Non, mais pour le repas, pour moi, fromage, bouteille de vin, en fait, c'est un repas. Ça va l'un avec l'autre. C'est vraiment, c'est un ensemble. Genre, si l'un va passer à l'autre. C'est quand même sympa. Ouais. Et boisson favorite, la bière. La bière, évidemment. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? T'en as parlé un peu. Gel. Gel à fond, ouais. À fond. Fait maison ou industriel? Indus. Grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Grosse averse de pluie. Tu préfères les racines ou le verglas? Les racines, 1000 fois. Ça, c'est l'effet Diag. Ça, c'est l'effet Diag, et puis le verglas sur la Saint-Élion. Il y a quand même 2-3 fois où j'ai ramassé, pas mon fémur, mais comment on appelle ça, le coccyx. J'ai ramassé mon coccyx. Ah ouais. J'ai laissé plusieurs coccyx entre Saint-Etienne et Lyon, on va dire. D'accord. Ça. En plus, tu l'as fait 2 fois, donc du coup, ça fait multiplié par 2. L'aller-retour, j'ai fait 2 fois, mais l'autre, j'ai dû la faire 5 ou 6. Oui. Quel enfer de la glissade, le verglas. Mais je sais, mais t'as déjà des mecs qui ont répondu verglas à cette question? Non, je pense pas. Voilà. C'est vrai. Faudrait que je retourne sur les 100 épisodes que j'ai fait pour voir s'il y a déjà quelqu'un qui m'a répondu ça. Tu préfères courir de nuit ou de jour? De nuit. Ah, intéressant. Ouais, de nuit. Intéressant. De nuit, la nuit est belle, la nuit est douce. Enfin, tu peux te cacher dans la nuit. T'as pas besoin de te montrer. Et un truc que Hugo m'a appris pour parler du Duc, c'est que la nuit, avec ton faisceau de Petzl de frontal, t'as l'impression de courir plus vite. Ton champ de vision est vachement rétréci, donc en fait, t'as une impression de vitesse qui rend ce jeu encore plus agréable. Et donc la nuit, j'adore ça. J'adore ça en partie pour ça, mais pas que. Quand tu cours, c'est plutôt le matin, le midi ou le soir? Alors je pose la question, même si tout le monde le sait plus ou moins, mais pour t'entraîner. C'est clairement le soir parce que c'est le moment où j'ai le temps, et parce que le matin, en fait, à force de m'entraîner, maintenant j'ai quand même et de pas avoir d'ostéo et de pas avoir de kiné, etc. Le matin, ça couine un peu. Hein. Moi, je mets du temps à me déplier totalement. Et donc je sais que si je démarre à sec, ça m'arrive d'aller courir le matin, mais c'est plus douloureux que le soir après une journée où j'ai un peu bougé. Alors là, pareil, je vais te poser la question, mais je pense qu'on a la réponse. Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou, j'allais dire bruit de la nature? Oui, bruit de la nature. Ah, détrompe-toi. Alors, podcast numéro 1, podcast à fond. Je suis un mordu de podcast. Radio, énormément de radio derrière. Ouais. Et après, un tout petit peu de musique, mais en course officielle, maintenant j'écoute de la musique. Et là où avant j'étais full nature, maintenant c'est de la musique. Mais podcast à fond. La musique, elle te permet quoi en course? Elle te booste, elle te régule? En fait, j'ai une playlist de, je sais pas, 4000 ou 5000 chansons que j'ai téléchargées depuis tous les temps de manière pas toujours légale. Et en fait, c'est l'aléatorité de ma musique, c'est-à-dire que j'ai aussi bien de la musique classique que du R&B, que du rap français, US des années 50. Je vais avoir du Brassens, je vais avoir le truc qui est sorti il y a 2 semaines. Et c'est les moments que ça crée que je trouve formidable. J'ai un exemple, c'est sur l'Ultra Trail des montagnes du Jura. Je suis sur les crêtes du Mont d'Or. Je suis 2e. On est en train de me dire que je rattrape le premier. Ça fait 20 heures qu'il me pleut sur la gueule. Là, il me tombe de la grêle dessus. Et je crois que j'avais une musique. Je crois que j'avais la musique du Le Professionnel d'Ennio Morricone, le film avec Belmondo, qui se lance à ce moment-là. Et je sais pas, ça a créé une ambiance, un truc de magique. Et sur la fin de la crête, j'ai eu par contre du gros rap de Sniper, et donc ça crée une autre ambiance tout de suite. Et donc c'est ces changements et ce décalage entre ce que j'écoute et ce qui se passe que je trouve vraiment trop bien. Ah, les sensations qu'apporte la musique. Et donc on peut dire que définitivement en termes de musique, tu es pour l'éclectisme. Dernière question, tu préférerais gagner l'UTMB ou la Diag?
Ouais, dans le Je podcast, sentais que j'allais non, mais dans le dernier podcast, je l'ai entendu, en plus qu'elle a dit l'UTMB. J'ai fait exprès de la reposer, celle-là. Et moi, c'est la Diag. Même si maintenant de plus en plus la Diag, le plateau est moins intéressant et ça devient, c'est pas que ça devient moins compétitif, mais il y a moins de bruit autour de la diagonale et gagner l'UTMB, c'est s'assurer, même peut-être un destin professionnel. Gagner la Diag, ce serait la plus belle chose au monde. Cool. Alex, c'était hyper intéressant. Je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé. On va continuer un petit peu pendant 10 minutes, là, un quart d'heure, les questions avec les questions des Patreons. Et en tout cas, merci beaucoup pour tout ce temps. C'est moi, c'était cool et comme je t'ai dit, en fait c'est un plaisir parce que je fais pas mal de podcasts et tu fais partie des podcasts qui sont sur les questions humaines et qui s'intéressent sur les sensations, sur l'humain, sur les émotions et donc c'est pour ça que je trouvais ça assez cool. Donc j'espère que ça sera pas trop répétitif par rapport à d'autres podcasts. Je pense pas justement. Et donc j'espère aussi. Donc je te remercie. C'est une manière aussi pour moi de pouvoir parler à tout le monde et de te parler à toi. En tout cas, c'était hyper intéressant et plein de sincérité. Donc merci beaucoup. Cool. À plus. Salut Alex. Ah, ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Alexandre Bouchex, que je remercie pour le temps qu'il nous a accordé et pour toute sa transparence au sujet de sa pratique. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram, mais vous pouvez également me rejoindre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut. Bon, allez, moi je vais partir courir parce que là il est 20h. Je vais courir 2-3 heures, je vais rentrer à 23h, ça va être génial. Est-ce que je pourrais mettre ce que tu viens de dire là, un petit gimmick de fin, tu sais, à la fin de l'épisode, j'aime bien mettre des petits trucs là. Ouais, bien sûr. En plus c'est vrai, parce que là, je suis en chemise, mais j'ai déjà prévu de gagner du temps, c'est-à-dire que au-dessous je suis déjà quand même en short. Il est très fort. En short, en chaussettes, j'ai juste là, j'ai mon sac, je le mets, je le file et je me casse.